Le monde n'a pas été sanctionné, il a été pris en otage. Tout part d'un décret présenté comme une mesure ciblée contre Cuba. Mais c'est là que le piège se referme. Ce texte ne frappe pas seulement la Havane, il vise tous ceux qui commercent encore avec elle. Et dans ce nouveau jeu, ce n'est pas la loi qui décide, c'est le marché américain. Voici la règle, froide et brutale. Si vous fournissez du pétrole à Cuba, même indirectement, vos propres exportations vers les États-Unis deviennent soudain plus chères. Pas demain. Maintenant. Ce n'est pas une interdiction. C'est pire. C'est une punition intégrée au système commercial mondial. Mais le détail le plus inquiétant est ailleurs. Le décret ne trace aucune frontière claire, directement ou indirectement. Transporteurs, assureurs, banques, intermédiaires invisibles. Personne ne sait exactement où commence la faute. Tout le monde sait où la sanction tombe. Et c'est ici que l'histoire bascule vraiment. Ce décret ne demande pas qui soutient Cuba. Il pose une seule question, beaucoup plus large. Qui est prêt à risquer l'accès au marché américain? L'événement central est simple, mais volontairement présenté comme technique. Un décret autorise les États-Unis à imposer des droits de douane supplémentaires à tout pays qui vend ou fournit du pétrole à Cuba. Pas seulement de manière directe, indirecte aussi. Et c'est précisément ce flou qui transforme une mesure ciblée en signal mondial. Ce n'est pas un cas isolé, ce n'est pas une réaction émotionnelle. C'est une pièce de plus dans un schéma plus large où le commerce devient un instrument de contrainte stratégique. Au lieu de bloquer Cuba frontalement, Washington s'adresse aux autres. Il déplace la pression. Il oblige chaque capitale, chaque entreprise, chaque intermédiaire à refaire ses calculs. Mais voici la question que peu de médias posent. Pourquoi maintenant? Pourquoi utiliser des droits de douane et non des sanctions classiques? Et surtout, pourquoi viser le pétrole, le nerf vital d'une économie déjà fragile? Regardez bien ce qui est fait et ce qui n'est pas dit. Le texte ne détaille pas les montants. Il ne fixe pas de seuil clair. Il crée une incertitude permanente. Et dans le commerce mondial, l'incertitude est souvent plus paralysante qu'une interdiction. C'est là que le récit change d'échelle. L'affirmation clé était la suivante. Ce décret ne vise pas à punir Cuba. Il vise à isoler Cuba en punissant les autres. Et le texte le dit clairement, sans détour. Toute nation qui vend ou fournit du pétrole à Cuba, directement ou indirectement, s'expose à des droits de douane supplémentaires sur ses exportations vers les États-Unis. Ce détail change tout, directement ou indirectement. Cela signifie que la cible n'est pas seulement un État fournisseur, ce sont aussi les chaînes logistiques, les compagnies maritimes, les circuits financiers, les acteurs invisibles qui rendent ces flux possibles. En une phrase, l'administration étend son contrôle bien au-delà d'un port ou d'un contrat. Le décret qualifie ces mesures de « retaliatory ». Ce mot n'est pas neutre. Il transforme un échange commercial en acte hostile. Fournir de l'énergie à Cuba devient, dans cette logique, une agression économique contre les intérêts américains et une agression appelle une riposte. Mais remarquez ce qui manque. Aucune liste de pays, aucun taux de droit de douane précisé, aucun calendrier clair. Le texte crée une zone grise. Et dans cette zone grise, chaque acteur doit anticiper le pire. C'est là que la mécanique devient redoutable. Même sans application immédiate, la menace suffit à geler les décisions, car personne ne veut être le premier exemple. Et maintenant, regardez comment cette logique commence à s'étendre bien au-delà du commerce. La situation ne reste pas statique, elle s'intensifie. Dès l'instant où le décret existe, il change les comportements avant même d'être appliqué. Les fournisseurs hésitent. Les assureurs recalculent, les banques ralentissent. Ce n'est plus une décision politique, c'est une réaction en chaîne. Ce type de pression n'est pas totalement nouveau, mais son ampleur l'est. Par le passé, les sanctions visaient des États précis, des entités nommées, des secteurs définis. Ici, le précédent est différent. Le simple fait d'être connecté à une économie ciblée devient un risque systémique. Et ce risque n'est pas moral, il est financier. C'est ainsi que l'exception devient la norme. Utiliser des droits de douane comme outil de sécurité nationale n'est plus un événement rare. Cela devient un réflexe, un mécanisme prêt à être réactivé ailleurs, contre d'autres acteurs, pour d'autres objectifs. Et chaque activation élargit un peu plus le champ de ce qui est considéré comme acceptable. Mais voici le basculement discret. Ce qui devait être une mesure exceptionnelle commence à ressembler à une règle implicite. Le commerce n'est plus neutre. Il est conditionnel,
aligner, surveiller. Et une fois que cette logique s'installe, elle ne s'arrête pas à une île. La preuve la plus troublante arrive quand le discours officiel bascule de l'économie vers la sécurité. Le décret ne se contente plus de parler de commerce. Il relie directement l'approvisionnement énergétique de Cuba à des menaces militaires et de renseignement. L'administration affirme que l'île abrite la plus grande installation de renseignement russe à l'étranger, décrite comme un site dédié à l'espionnage des États-Unis. Dans cette logique, chaque cargaison de pétrole devient plus qu'un flux commercial, elle devient un soutien opérationnel. Puis vient l'autre contradiction. Officiellement, ces mesures sont présentées comme défensives, mais les déclarations publiques vont plus loin. Cuba est décrite comme prête à tomber, incapable de survivre sans soutien extérieur. Le langage change. On ne parle plus de dissuasion, on parle d'effondrement, d'un régime privé de carburant, d'électricité, de fonctionnement de base. Et remarquez l'écart entre les mots et les actes. D'un côté, l'administration affirme agir pour protéger le peuple cubain. De l'autre, elle vise précisément la ressource qui alimente les hôpitaux, les transports, les réseaux électriques. Le pétrole n'est pas abstrait, il structure la vie quotidienne. C'est à ce moment précis que la perception change. Ce n'est plus seulement une pression diplomatique, c'est une stratégie de déni. Rendre le pays ingérable pour le rendre inutilisable aux yeux de ses alliés comme de ses adversaires. Et quand cette logique est enclenchée, elle appelle une suite immédiate. Tout s'accélère. Plusieurs dynamiques se superposent, presque en même temps. D'abord, la disparition du soutien vénézuélien. Le pétrole subventionné qui maintenait l'économie cubaine à flot s'est évaporé. Ensuite, la menace explicite contre tout pays tenté de combler ce vide. Enfin, le message politique répété, Cuba est isolé et cette fois, l'isolement sera total. La pression ne vient plus d'un seul front. Elle est économique, diplomatique, psychologique. Chaque annonce renforce la précédente. Chaque déclaration réduit les marges de manœuvre. Le système est conçu pour donner l'impression que le temps joue contre la Havane, que chaque jour sans solution rapproche le point de rupture. Et cette impression est essentielle, car dans les crises systémiques, la perception accélère souvent l'effondrement plus vite que les faits eux-mêmes. Les partenaires hésitent, les investisseurs se retirent, les options disparaissent avant même d'être testées. Tout cela se produit sans calendrier officiel, sans ultimatum clair, juste une accumulation de signaux, une montée de pression continue, silencieuse, mais visible pour ceux qui savent lire entre les lignes. Alors la question n'est plus de savoir si Cuba peut s'adapter. La vraie question devient plus simple et plus inquiétante. Que se passe-t-il si cela continue? À ce stade, l'histoire cesse d'être abstraite. Elle commence à vous concerner directement. Quand l'énergie devient une arme, ce ne sont pas les discours qui s'éteignent en premier. Ce sont les lumières, les transports, les services de base. Le pétrole, ce n'est pas une ligne dans un budget. C'est ce qui permet à une ville de fonctionner, à un hôpital de rester ouvert, à une économie de respirer. Imaginez les effets en chaîne, des coupures plus longues, des pénuries plus fréquentes, des décisions quotidiennes dictées par ce qui reste, pas par ce qui est nécessaire. Et pendant que les gouvernements négocient, ce sont les gens ordinaires qui absorbent le choc, ceux qui n'ont ni influence, ni levier, ni plan B. Mais regardez aussi de l'autre côté. Cette pression ne s'arrête pas aux frontières de Cuba. Elle affecte les prix, les routes commerciales, les choix des entreprises qui vous emploient, des ports par lesquels transitent les biens que vous consommez. Quand l'incertitude s'installe, elle se diffuse. C'est pour cela que cette histoire vous touche, même à distance. Parce que lorsqu'un système est poussé au bord de la rupture, les ondes se propagent. Si cela vous semble familier, dites-le en commentaire. À ce point, la question n'est plus l'indignation, c'est le mécanisme. Comment un système permet-il qu'une décision unique exerce une telle pression, sans tir, sans blocus visible, sans vote international? La réponse tient en 3 mots. Levier, dépendance, incertitude. Le levier, c'est l'accès au marché américain. Peu de pays peuvent s'en passer. La dépendance, c'est celle des chaînes d'approvisionnement mondiales construites pour l'efficacité,
pas pour la résistance. Et l'incertitude, c'est l'arme finale. Quand les règles sont floues, chacun anticipe le pire et s'autocensure. Ce modèle est redoutablement efficace parce qu'il ne force personne explicitement. Il pousse les acteurs à se discipliner eux-mêmes. Les entreprises ajustent leur route. Les banques ferment des canaux. Les États réévaluent leurs alliances. Tout cela sans qu'une seule sanction formelle ne soit nécessaire au départ. Et voici l'insight le plus inconfortable. Ce système ne dépend pas de Cuba. Cuba n'est qu'un terrain d'essai, une démonstration, une preuve de concept. Une fois qu'il fonctionne, il peut être reproduit ailleurs, contre d'autres pays, d'autres secteurs, d'autres ressources critiques. C'est pour cela que cette décision dépasse largement son contexte immédiat. Elle révèle une mutation silencieuse du pouvoir, moins visible, plus intégrée et beaucoup plus difficile à contester. Et une fois ce seuil franchi, il n'y a pas de retour simple. À partir d'ici, deux trajectoires se dessinent. Aucune n'est théorique. Les deux sont déjà en mouvement. La première est celle de la conformité silencieuse. Les pays encore engagés avec Cuba réduisent leur flux. Pas par déclaration politique, mais par prudence économique. Les cargaisons se raréfient. Les contrats deviennent plus courts, plus opaques. Cuba survit, mais à un niveau minimal, sous tension permanente. Le système ne s'effondre pas d'un coup, il s'érode. La seconde trajectoire est plus instable. Certains acteurs choisissent de défier la pression, misant sur des circuits alternatifs, des partenaires non alignés, des mécanismes de contournement. Cela entraîne une réponse graduée. Enquête, menaces, tarifs ciblés. Le bras de fer devient public et plus il dure, plus le coût augmente pour tout le monde. Ce qui rend l'issue incertaine, c'est la vitesse. Les décisions se prennent plus vite que les ajustements structurels. Les marchés réagissent avant les diplomates, les entreprises avant les États. Le prochain mouvement ne viendra pas forcément de la Havane. Il viendra de celui qui craquera en premier. Au fond, cette histoire n'est pas seulement celle de Cuba, c'est celle d'un monde où le commerce n'est plus un espace neutre, mais un test permanent d'alignement. Le décret n'impose pas une idéologie. Il impose un choix, et ce choix est répété silencieusement à chaque frontière, chaque port, chaque contrat. La leçon durable est simple et elle dérange. Le pouvoir moderne ne se montre plus. Il s'intègre. Il se cache dans les règles, dans les marges, dans l'incertitude. Et une fois qu'il est intégré, il devient extrêmement difficile à contester sans s'exclure soi-même du système. Ce que nous voyons ici n'est pas une fin, mais un modèle. Un modèle qui peut être activé ailleurs contre d'autres cibles pour d'autres raisons. La vraie question n'est donc pas ce que Cuba va faire. La vraie question est qui sera le prochain test. Pour continuer à décrypter ces dynamiques avant qu'elles ne deviennent visibles, suivez la chaîne.